Donc avant de vous parler de la partie, s'il vous plaît. Alors avant de vous parler de la partie Spring MVC, d'abord un petit retour sur l'architecture de l'application, d'une application WebJ2E. Donc ça c'est l'architecture qu'on a montrée la dernière fois. Donc nous avons dit que d'une manière générale, on a besoin d'un serveur de base de données. Alors dans notre cas, donc, on suppose pour le moment qu'on utilise des systèmes de gestion de bases de données relationnelles. Ça veut dire que les données sont stockées dans des tables et les tables, bien sûr, sont liées par des relations à travers le concept clé primaire, clé étrangère. Alors, pour notre cas, on utilise MySQL comme SGBD. Et après, notre serveur d'application, alors j'ai expliqué la dernière fois qu'en fait, le serveur d'application pour nous, c'est quoi? C'est Tomcat plus Spring. Donc, Tomcat parce qu'il va jouer le rôle de conteneur web, parce que c'est lui qui va jouer en même temps le rôle du serveur web, et en même temps c'est lui qui va gérer, c'est lui qui va jouer le rôle de moteur de servlet, c'est-à-dire c'est ce que nous allons appeler le conteneur web. Et après Spring parce que c'est lui qui va, c'est le framework qu'on va utiliser pour faire l'inversion de contrôle. Donc quand je parle serveur d'application, je parle d'un framework qui fait l'inversion de contrôle plus un conteneur web qui est pour nous Tomcat. Alors l'application se compose de plusieurs couches. Donc il y a la couche principale, c'est la couche métier, donc dans laquelle on va programmer des traitements. Alors toutes les spécifications fonctionnelles. Et après nous avons expliqué la dernière fois. On a travaillé sur la couche DAO. Nous avons dit que du moment que la couche métier elle utilise l'approche orientée objet, alors que la base de données est relationnelle, donc nous avons besoin de faire un mapping objet relationnel. Alors dans J2E, pour faire ce mapping objet relationnel, vous avez donc d'un côté, bien sûr, GDVC, c'est l'API de base que vous utilisez dans Java. Mais pour faire du mapping objet relationnel, il vous faut un framework de mapping objet relationnel. Alors dans notre cas, nous utilisons Hibernate comme framework de mapping objet relationnel. Et nous avons dit que en fait, Hibernate, c'est un framework qui implémente une spécification qui est GPA. Donc on utilise GPA comme spécification. Et quelle implémentation de cette spécification? C'est Hibernate. Mais nous avons vu que pour faire plus simple, avec Spring, on utilise Spring Data. Spring Data pour nous, donc c'est une implémentation qui est un module de Spring qui permet de faciliter donc, tout ce qui est l'accès aux données. Donc ça, c'est quelque chose que je vais vous rappeler tout à l'heure dans la démo. Et d'ailleurs, c'était l'objectif du dernier TP. Alors, donc, au début, nous avons donc, fait le cours sur l'injection des dépendances, l'inversion de contrôle. Ensuite, on est passé vers la couche web pour voir comment développer une application web J2E, c'est-à-dire avec Servlet, JSP et MVC. Ensuite, nous avons fait un cours sur GPA, Hibernate et Spring Data pour voir comment faire le mapping objet relationnel. Alors aujourd'hui, donc, je vais m'intéresser à nouveau à la couche web pour voir un framework avec lequel on peut créer des applications web J2E. Alors pour notre cas, nous allons utiliser Spring Framework. Alors avant de vous donner l'architecture de Spring Framework, donc je vous rappelle que dans une application web J2E d'une manière générale, nous avons dit que toutes les requêtes HTTP souvent, quand ils sont envoyés vers le serveur, ils sont interceptés par un composant web qui est une servlette. Le servlette, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère les données de la requête HTTP en utilisant l'objet request. Ensuite, on fait appel à la couche métier pour effectuer des traitements. On récupère des résultats. Ces résultats, on va les stocker dans un objet qui s'appelle le modèle. Et par la suite, on fait appel à une vue. On fait un forward vers une vue. Et pour créer les vues, nous avons utilisé JSP, Java Server Pages. Avec JSP, donc, on va récupérer les données à partir du modèle. Et après, on va générer un rendu HTML qui va être envoyé vers le client. Donc ça, c'est ce que nous avons fait à travers un exemple d'application, notamment avec Servlet JSP. Et nous avons donc vu comment respecter le pattern MVC. Alors maintenant, ça c'est Servlet JSP. Si vous voulez développer une application web J2E en utilisant Servlet JSP, vous risquez de passer beaucoup de temps, de perdre beaucoup de temps. Pourquoi? Parce qu'il y a des frameworks qui vont encore faciliter le travail à ce niveau-là. Alors parmi les frameworks qui sont utilisés, il y a Spring MVC. Alors en fait, Spring MVC, c'est un framework qui est fourni par Spring et qui permet de vous donner un cadre qui permet de faciliter la création des applications web J2E. Alors comment ça marche? Si vous travaillez avec Spring MVC, vous n'aurez plus besoin de développer de servlet parce qu'il y a une servlet qui va être fournie par Spring MVC qui va représenter le contrôleur frontal de l'application.
c'est Dispatcher Servlet. Alors, en fait, Dispatcher Servlet, c'est une servlet qui est offerte par Spring MVC. Son rôle, tout simplement, c'est quoi? C'est de jouer le rôle du contrôleur. Donc, dorénavant, avec Spring MVC, vous n'aurez plus besoin de développer une servlette. Pourquoi? Parce que la servlette principale de l'application, elle est déjà fournie généralement par le framework. Alors, qu'est-ce qu'il fait donc ce contrôleur, cette servlette, si vous voulez, ce dispatcher servlette? Alors, ce qu'il fait, c'est que toutes les requêtes HTTP envoyées par les clients, elles vont passer via dispatcher servlet. Et dispatcher servlet, qu'est-ce qu'il fait? Pour chaque requête, il regarde l'URL, bien sûr la requête HTTP. Alors, en fonction de l'URL, par exemple, ici, j'ai une requête avec la méthode get vers l'URL /action1. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, dispatcher servlet? Il va tout simplement, il va chercher à exécuter une méthode qui se trouve dans un contrôleur. Alors, c'est quoi un contrôleur? Spring MVC. Ben, un contrôleur, pour vous, ça va être une simple classe que vous allez créer et dans laquelle vous allez créer des méthodes. Alors, par exemple, ici, j'ai la méthode action 1, action 2. C'est quoi l'idée générale? C'est quand je vais taper, par exemple, http localhost /action 1, ben, automatiquement, c'est la méthode action 1 qui va s'exécuter. /action 2, il fait appel à la méthode action 2. Alors, tout à l'heure, nous allons voir comment faire ce qu'on appelle le mapping entre l'URL écrite dans la requête et la méthode qui va être exécutée. Donc, nous allons voir tout à l'heure avec Spring MVC, c'est avec de simples annotations, on peut faire cette correspondance à ce niveau-là. Donc, quand on envoie une requête, il y a une méthode qui va s'exécuter au niveau du contrôleur. Dans cette méthode-là, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on fait appel à la couche métier. Donc, on fait appel à la couche métier comme d'habitude pour effectuer des traitements. Alors, la couche métier va retourner les résultats. Alors, ces résultats-là, on va les stocker dans le modèle. Alors, cette fois-ci, vous n'aurez pas besoin de développer un modèle parce que Spring MVC offre un modèle qui est de type, un objet de type map, de type HMAP, dans lequel vous avez les clés et les valeurs, et que vous allez utiliser pour stocker en fait les résultats qui seront affichés au niveau des vues. Donc, on va utiliser ce modèle pour stocker donc, les résultats ou bien les données. Et par la suite, on va retourner, le contrôleur va retourner au contrôleur frontal, qui est dispatcher servlet, il va lui retourner le nom de la vue, qui va être appelé. Alors, et dans ce cas-là, le contrôleur, qu'est-ce qu'il fait, dispatcher servlet? Il fait appel à la vue. Bon, cette fois-ci, pour créer des vues, on peut utiliser JSP, mais ce n'est pas pratique. Nous allons voir que pour le cas des frameworks, on utilise ce qu'on appelle des moteurs de template. Donc, dans notre cas ici, nous allons utiliser un moteur de template qui s'appelle TeamLeaf, que je vais vous montrer tout à l'heure. Et ce moteur de template, c'est lui qui va être utilisé comme moteur qui va générer la vue, si vous voulez. Alors, dans la vue, qu'est-ce qu'on va faire? On fait appel au modèle, on récupère les résultats, et après, on va générer un rendu au format HTML qui va être envoyé vers le client. Donc, c'est-à-dire, on est toujours dans la même logique, c'est-à-dire MVC, côté serveur, MVC server-side, c'est-à-dire, en fait, tout le traitement se fait côté serveur. Mais cette fois-ci, on n'aura plus besoin de développer donc de servlet parce qu'il y a une servlet principale qui est déjà faite, qu'on va utiliser comme framework de base. Mais après, notre travail consiste à quoi? À créer tout simplement des contrôleurs et des vues. Alors maintenant, si vous voulez, pour découvrir ça, on va essayer de voir ça à travers un exemple d'application. Avec lequel donc, je vais me baser pour vous montrer en fait les concepts de base de Spring MVC. Ben, l'exemple d'application, c'est l'exemple que vous avez déjà commencé la dernière fois dans la partie TP-GPA, si vous vous rappelez. Je suppose que je veux créer une application qui permet de gérer des produits. L'application chaque produit est défini par sa référence, sa désignation, le prix, la quantité, etc. Donc des attributs. L'application devrait permettre d'ajouter des produits, consulter des produits, chercher des produits, consulter un produit, mettre à jour, supprimer un produit. Globalement, c'est des choses classiques que vous utilisez dans les applications web. Alors, on va stocker les données dans une base de données de type MySQL et on va supposer que la couche web respecte MVC côté serveur. Alors, donc, voilà l'exemple qu'on va essayer donc, de développer. Donc, une application qui permet donc, de chercher des produits. D'abord, quand on fait une recherche, donc on va afficher donc les produits, on ne va pas afficher tous les produits, mais on va les afficher page par page. Donc, on va voir comment gérer
ce système de pagination qui est inclus dans le... En fait, déjà dans Spring Data, il y a déjà des méthodes qui permettent de vous retourner les données sous forme de pages, hein, différentes pages. Et donc, on va voir comment faire la pagination, faire une recherche, éditer, supprimer. Donc, c'est des opérations assez classiques que nous allons voir. Alors, l'architecture de l'application est la suivante. Donc, l'application, nous avons une base de données MySQL. Nous allons utiliser donc Spring comme framework pour faire l'inversion de contrôle. Et après, l'application se compose de deux couches. Il y a la couche DAO et la couche web. Alors, la couche DAO, donc, en principe, nous aurons besoin d'abord, comme vous l'avez fait dans le dernier TP, de créer d'abord l'entité GPA produit. Ensuite, on va, s'il vous plaît. Alors ensuite, on va créer l'interface produit repository qui est basée sur Spring Data. Alors Spring Data, pourquoi? Parce que nous avons dit que le moyen le plus simple pour faire ce mapping objet relationnel, c'est d'utiliser, en fait, Spring Data. C'est quoi Spring Data? C'est une implémentation générique qui permet de gérer les entités GPA. Spring Data lui-même, il va s'appuyer sur GPA. Bien sûr, GPA, c'est une spécification, c'est une API. Donc, nous avons besoin d'une implémentation de cette API. Alors, dans notre cas, nous utilisons Hibernate. Et bien sûr, Hibernate lui-même, pour se connecter à la base de données, il va s'appuyer sur l'API JDBC qui fait partie de Java. Donc, globalement, tout ça, c'est des couches d'accès aux données. Mais nous, pour nous, qu'est-ce qu'on va développer? On va juste développer la classe produit, c'est-à-dire l'entité GPA produit, et l'interface produit repository. Une fois qu'on va créer ça, on va tester la couche DAO. On va créer un contrôleur Spring MVC et on va créer une vue basée sur TeamLeaf. Donc, on va créer une vue qui est basée sur TeamLeaf et nous allons voir comment faire fonctionner tout ça. Alors, pour développer cette application-là, alors pour comprendre le principe, vous avez ici un slide qui résume en quelque sorte le fonctionnement, si vous voulez, de Spring MVC. Regardez bien. Alors, ici, vous avez un client qui envoie une requête HTTP, par exemple, avec une requête avec get/produit. Alors, je viens de vous expliquer que toutes les requêtes HTTP passent via un contrôleur frontal qui est Dispatcher Servlet. Donc, c'est Dispatcher Servlet qui va recevoir les requêtes HTTP. Et Dispatcher Servlet, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire appel à un contrôleur. Alors, c'est quoi un contrôleur Spring MVC? Bon, un contrôleur Spring MVC, c'est quoi? C'est une classe qui utilise la notation contrôleur. Alors, bien sûr, pour qu'une classe soit considérée comme étant un contrôleur, eh bien, il suffit d'utiliser la notation contrôleur. Alors, dans notre contrôleur, nous aurons besoin, bien sûr, le contrôleur, il a besoin de quoi? Alors, pour accéder à la base de données, il a besoin de l'interface produit repository. Alors, c'est pour cela donc qu'on aura besoin de déclarer au niveau du contrôleur un objet de type produit repository. Alors, bien sûr, donc, produit repository, c'est une interface. Alors, pour faire l'injection des dépendances, donc, je vous rappelle que nous utilisons la notation hotwired. Alors, hotwired, ça veut dire quoi? Si je demande à Spring d'injecter, c'est de l'injection des dépendances. Je demande à Spring d'injecter une implémentation de cette interface. Injecter dans cet attribut-là, dans cet objet-là, plutôt dans cette variable, si vous voulez, un objet qui implémente cette interface. Alors, comme nous, on ne va pas créer une implémentation de cette interface, donc Spring, il va utiliser Spring Data, qui est une implémentation générique qui va s'adapter, qui va être utilisée pour tout ce qui est le mapping objet relationnel. Alors, donc, vous avez ici donc, la partie donc, contrôleur. Alors, dans le contrôleur, je vais créer des méthodes. Alors, ici, donc, je vais créer une méthode qui s'appelle ici listProduit. Alors, cette méthode listProduit, quand est-ce qu'elle va s'exécuter? Ben, elle va s'exécuter quand une requête HTTP est envoyée avec la méthode get. Avec quelle URL? /produit. Alors maintenant, pour faire le mapping entre l'URL et la méthode qui va s'exécuter, ben, il suffit d'utiliser une annotation qui s'appelle request mapping. Alors, vous voyez donc, request mapping, ça veut dire quoi? C'est comme si vous dites, quand une requête HTTP est envoyée avec l'URL /produit et que cette requête est envoyée avec la méthode get, ben, Dispatcher Servlet, il va exécuter cette méthode list
produit. Alors maintenant, dans liste produit, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, nous avons d'abord besoin de récupérer la liste des produits à partir de la base de données. Alors pour cela, donc, je vais utiliser l'interface produit repository et j'appelle la méthode find all. Donc find all, il permet d'aller vers la base de données, il me retourne une liste de produits. Donc ici, donc, j'appelle bien, ça c'est la couche DAO, j'appelle Spring Data pour récupérer la liste des produits. Alors maintenant, une fois que je récupère la liste des produits, cette liste-là, je vais l'afficher. Alors pour l'afficher, donc j'ai besoin de la stocker dans le modèle. Alors pour utiliser le modèle dans Spring MVC, ben, il suffit de déclarer un objet de type modèle. Donc c'est-à-dire le modèle, il est fourni par Spring MVC. Dans la méthode liste produit, on va déclarer un objet de type modèle. Vous voyez là? Alors modèle, en fait, c'est quoi? C'est un objet de type map dans lequel vous avez des clés et des valeurs. Alors maintenant, tout ce que vous allez afficher dans la vue, il faut le stocker dans ce modèle. Comment? Ben, il suffit d'utiliser modèle.addAttribute. Donc je vais ajouter un attribut. Cet attribut s'appelle liste produit. Et c'est quoi la valeur? Ben, la valeur, c'est la liste des produits. Alors qu'est-ce que je viens de faire? Je prends la liste des produits qui vient d'être retournée par le traitement. Ben, je vais la stocker dans le modèle avec un attribut qui s'appelle liste produit. Alors une fois que j'ai stocké bien sûr donc les résultats dans le modèle, maintenant je vais retourner la vue, le nom de la vue qui va s'afficher. Alors en retournant tout simplement une chaîne de caractères. Alors cette chaîne de caractères vue représente le nom de la vue. Ben, on va la retourner à qui? On va la retourner à Dispatcher Servlet. Alors Dispatcher Servlet, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va encore faire appel à un fichier qui s'appelle vue.html. Alors par défaut, donc avec TeamLeaf, nous utilisons des vues qui utilisent l'extension .html. Donc Dispatcher Servlet, il va chercher un fichier vue.html, mais après, c'est qui va se charger de lire le contenu de ce fichier-là, de cette vue? C'est TeamLeaf. Donc ça veut dire que Dispatcher Servlet va faire appel à un moteur de template qui est TeamLeaf et va lui demander de lire le contenu de vue.html. Alors maintenant, cette vue-là, que vous voyez là, vue.html, c'est quoi en fait? Ben, il contient des codes HTML, mais en même temps, il contient des directives de TeamLeaf, c'est-à-dire c'est TeamLeaf qui va les interpréter. Alors comment créer une vue basée sur TeamLeaf? Donc dans la balise HTML, comme vous le voyez là, je vais juste ajouter je déclare un namespace avec xmlns, deux points, et je donne un préfixe. Que vous voyez là, th. Bon, c'est un préfixe que je choisis moi-même. Alors ici, donc, je l'appelle th. Et après, la librairie de TeamLeaf qu'on va utiliser, elle est identifiée par le namespace www.teamleaf.org. Donc ça, c'est la première des choses qu'on va déclarer. Alors, une fois que nous déclarons donc bien sûr ce namespace, maintenant, j'ai besoin d'afficher les produits dans un tableau HTML. Et vous savez, pour l'afficher dans un tableau, à un moment donné, vous aurez besoin de faire une boucle. N'est-ce pas? Alors, pour faire cette boucle-là, donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais utiliser tr avec l'attribut donc th-each. Alors, th, c'est quoi? Ben, c'est TeamLeaf. Et j'appelle une action qui s'appelle each, qui va se charger. Donc, TeamLeaf, pour lui, à chaque fois qu'il trouve each, ça veut dire for each. Si vous voulez, c'est une boucle. Pour chaque produit P, j'ai ici une expression. Alors, pour chaque produit P, deux points, je vais parcourir une liste qui se trouve où? Ben, il se trouve dans le modèle. Mais dans le modèle, ici, l'attribut, comment il s'appelle? C'est liste produit. Alors, pour récupérer une information qui se trouve dans le modèle, ben, il suffit d'utiliser donc $ entre accolades et vous spécifiez liste produit. Donc, forcément, il va vers le modèle, il trouve liste produit, il récupère la liste, il fait un for each, il fait une boucle. Et pour chaque produit P, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais afficher les informations sur le produit P. Alors, en utilisant, par exemple, dans un TD, entre TD et /TD, je veux afficher un texte. Donc, je vais utiliser th de point texte. Et qu'est-ce que je vais afficher? Donc, c'est l'objet P
.id. Donc j'affiche l'attribut ID de l'objet P, ainsi de suite, désignation, prix, quantité. Et vous voyez donc cette ligne-là, elle est subie à, si vous voulez, à une... en fait, cette vue, c'est qui va la traiter, c'est qui va, si vous voulez, l'interpréter, c'est le moteur de template qui est TeamLeaf. Donc quand il va lire each, ben, il fait une boucle, mais à la fin, qu'est-ce qu'il me génère? Ici, il me génère du code HTML. Donc c'est pour cela qu'on dit que TeamLeaf, c'est un moteur de template. C'est-à-dire c'est lui qui va lire la vue, mais à la fin, qu'est-ce qu'il me génère? Il me génère du code HTML. Ben, ce code HTML, il va être envoyé vers le client. Alors ce slide-là, il explique globalement le fonctionnement de Spring MVC. On dit qu'on est en train d'utiliser l'approche MVC côté serveur. Hein? Côté serveur, pourquoi? Parce que c'est le serveur qui va faire tout, c'est-à-dire c'est le serveur qui va générer le code HTML. Donc j'envoie une requête, ben, le serveur il va utiliser donc le contrôleur, il fait des traitements, il récupère des résultats et après il fait appel à un moteur de template qui lui va se charger de générer des codes HTML qui va être envoyé vers le client. Alors pour comprendre mieux ce que je viens de vous expliquer, donc on va appliquer ça à notre exemple d'application. C'est-à-dire je reprends cet exemple-là, une application qui permet de gérer des produits notamment. Alors pour faire ce travail, alors je vais revenir donc maintenant ce que je vais faire, donc je vais créer un projet. Je ne vous demande pas de travailler pour le moment, donc juste vous essayez de suivre parce que la première partie qu'on va faire, c'est pratiquement le TP que vous venez de faire la semaine dernière. Donc ce sera pour nous donc une révision et en même temps donc pour vous s'il y a des questions à poser à ce niveau-là. Alors donc je vous ai expliqué la dernière fois, pour travailler avec Spring, donc vous aurez besoin d'installer le plugin Spring Tools. Donc je suppose que le plugin Spring Tools est installé dans cette version de Eclipse. Donc c'est Spring Starter Project. Alors je crée un projet. Ben, le nom du projet, donc je vais l'appeler catalogue MVC 6. Après, donc vous aurez besoin de choisir le groupe ID de l'application. Alors pour moi, le groupe ID, donc je peux le choisir comme ça, c'est org.sid, donc c'est un choix que vous pouvez choisir vous-même. Artifact ID, généralement, on garde le même nom que le projet. Et après le package, généralement, on garde le même nom que le groupe ID. Next. Et après, on a besoin des dépendances. Alors ici, donc, j'utilise la version 2.1.3 de Spring Boot. Alors, quelles sont les dépendances que je vais utiliser? J'ai besoin de 4 dépendances. Pour la première, c'est GPA. Parce que j'ai besoin de faire le mapping objet relationnel. La deuxième, c'est MySQL, parce que j'ai besoin d'utiliser une base de données MySQL. La troisième, c'est Spring MVC. Alors, dans ce cas-là, je vais utiliser Web. Donc, vous allez cocher Web. Ça, c'est pour la partie Spring MVC. Et après, j'ai besoin de TeamLeaf comme moteur de template. Alors, vous voyez donc Template Engine. Donc, j'ai TeamLeaf comme moteur de template. Mais il n'est pas le seul. Donc, je peux utiliser d'autres moteurs de template comme FreeMaker, Moustache, Groovy Template. Alors, tout ça, c'est des moteurs de template qui sont utilisés au niveau des applications. Next, Finish. Alors là, je crée le projet. Alors, une fois que le projet est créé, alors vous l'avez constaté sans doute la dernière fois, c'est que quand vous créez le projet,
forcément, la première fois, ça prend un peu de temps parce que Maven, un projet Spring, c'est un projet Maven, donc il a besoin de télécharger les dépendances, notamment tous les jars qu'il faut pour ce projet-là. Bref, alors j'ai l'application. Dans mon projet, je vais commencer à créer les entités GPA. Donc, je veux créer une application qui permet de gérer des produits. Donc, je vais créer la classe produit. Alors, maintenant, la classe produit, je vais la mettre dans un package. Alors, pour ne pas tomber dans des problèmes qui sont liés au package, si vous voulez, essayez toujours de mettre les classes à l'intérieur du package de votre application. Si votre application se trouve dans le package org.sid, c'est-à-dire l'entité que je vais créer, je vais la mettre dans un package org.sid, toujours, et je peux ajouter un sous-package, entities, par exemple. Alors, nous avons dit qu'une entité GPA, c'est quoi? C'est un Java Bean. Bon, c'est quoi un Java Bean? C'est une classe qui est sérialisable et dans laquelle on va déclarer les attributs de la classe produit. Alors pour nous, donc, un produit est défini par son ID, qui est de type long, par sa désignation, qui est de type string, par son prix, qui est de type double, et par la quantité, qui est de type int. Alors pour le reste, on va générer les getters et setters. On va générer un constructeur sans paramètres qui est nécessaire pour GPA et un constructeur avec paramètres qui est au choix. C'est-à-dire dans lequel, dans notre cas, on va spécifier tous les paramètres si vous voulez. Alors maintenant, ça c'est un Java Bean. Alors maintenant, pour que ça soit une entité GPA, nous avons dit qu'il faut utiliser donc les entités GPA suivantes. D'abord, entity, c'est la notation qui indique comme quoi la classe produit correspond à une table produit. Et après, la deuxième annotation, c'est ID. Bon, la notation ID, c'est pour spécifier comme quoi ID, c'est l'identifiant. Et si vous souhaitez que le ID soit autogénéré, soit généré automatiquement au niveau de la base de données, vous utilisez la notation generated value. Quand vous mettez generated value, vous spécifiez quelle stratégie. On va utiliser ici identité. Identité, c'est-à-dire 1 plus 1. C'est-à-dire on aura un auto-increment au niveau de la base de données. Alors vous voyez ici, donc ça c'est... Qu'est-ce que je viens de créer? Je viens de créer ce qu'on appelle une entité GPA. Alors maintenant, une fois que vous créez l'entité GPA, le premier test que vous allez faire, c'est de dire je démarre l'application et je vais voir est-ce qu'il va me générer la base de données, est-ce qu'il va me générer les tables. Alors pour cela, donc, ce que je vais faire, je vais d'abord configurer l'unité de persistance. Alors pour cela, ça se passe dans le fichier application.properties. Alors j'ai besoin ici donc de spécifier un ensemble de propriétés. Généralement, c'est un copier-coller que vous faites. Je vais prendre les propriétés que je vous ai montrées la dernière fois, que je vais utiliser ici. Alors, les propriétés sont les suivantes. Donc, j'ai besoin de spécifier Spring Data Source URL. Donc, ça, c'est l'URL de la base de données. Alors, je suppose que j'ai une base de données DB4MVC6. Ça, c'est juste le nom de la base de données. Username, password, driver class name. Donc, j'utilise par défaut ici comme .mysql.gdbc.driver. Show SQL, donc je vous rappelle, c'est pour indiquer à Hibernate d'afficher les requêtes SQL au moment de l'exécution. Et DDL Auto, vous pouvez mettre soit create ou bien update. Donc, update, ça veut dire que chaque démarrage de l'application, il vérifie si la table n'est pas créée, il va la créer. Mais si la table est déjà créée, il ne va pas l'écraser. Il ne va pas la supprimer. Alors que si vous mettez create, ça veut dire que pour chaque démarrage, vous écrasez les tables, c'est-à-dire vous les supprimez et vous les recréez à nouveau. Ici, donc, pour le dialecte, je vais utiliser MySQL5 dialect. Alors, la dernière fois, donc, je vous disais qu'il faut faire attention quand vous faites des copier-coller de ces propriétés. Essayez de vérifier s'il n'y a pas des espaces après chaque ligne. Parce que ces espaces, ils peuvent vous créer des problèmes. Par exemple, si vous trouvez ici l'utilisateur root espace comme ça,
Bon, cet espace, vous ne le voyez pas, n'est-ce pas? Mais à un moment donné, au moment de l'exécution, vous allez avoir un message comme quoi il n'arrive pas à se connecter avec l'utilisateur root. Or, en fait, root, pourquoi? Tout simplement parce que juste il y a un espace en plus qu'il prend en considération aussi dans le mot de passe et dans les pilotes JDBC. Ça, c'est juste une remarque à noter. Il faut être sûr que vous n'avez pas, si vous voulez, des espaces à la fin de chaque ligne. Alors, une fois que je crée ça, maintenant, j'ai besoin de démarrer MySQL. Alors ici, donc, j'utilise donc XAMPP comme outil. Donc, Apache est démarré, MySQL est démarré. Donc, je vais lancer phpMyAdmin, s'il vous plaît. Je vais lancer phpMyAdmin pour créer la base de données. Ben, c'est la même chose. Donc, vous utilisez un outil XAMPP ou WAMP, c'est pareil. Alors ici, donc, je vais créer la base de données. Alors, la base de données, comment il s'appelle? C'est DB4 MVC6. Et je vais démarrer l'application. Alors, l'application, elle est là. Donc, c'est une application Java. Spring Boot. Un Java application. Alors, quand vous démarrez cette application-là, en fait, il y a Spring Boot qui va démarrer. Spring qui va démarrer en premier lieu. Et quand il démarre, forcément, il va lire le fichier application.properties. Il va scanner les classes. Est-ce qu'il y a des annotations? Ben, forcément, qu'est-ce qu'il fait? Il va créer, il sait que vous utilisez GPA. Donc, automatiquement, il va créer Entity Manager Factory de GPA. Et Entity Manager Factory, donc, il voit qu'il va vers la base de données pour voir si la table n'existe pas. S'il n'existe pas, la table va être générée. Donc, c'est ce qui va se passer au démarrage de l'application. Mais vous allez constater qu'au départ, quand vous exécutez, vous allez avoir un problème, une erreur qui va vous empêcher de vous connecter vers la base de données. Alors, si vous avez fait cette étape-là dans le TP précédent, vous allez sans doute remarquer, il vous indique de Server Time Zone Maroc n'est pas reconnu par la version de MySQL que vous avez installée dans votre machine. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Ce qui se passe, c'est que, vous savez, quand vous installez les versions que vous installez de MySQL, par défaut, ils acceptent des connexions en utilisant le Time Zone universel, UTC. Donc, ça, c'est par défaut. Alors, il se trouve qu'ici, en fait, le pilote JDBC que nous utilisons ici, il tente d'établir une connexion vers MySQL, mais en utilisant le time zone local de ma machine. C'est-à-dire, pour moi, le time zone de ma machine, c'est le time zone, c'est Maroc. Alors, comme la version de MySQL que j'utilise n'est pas configurée pour accepter des connexions avec ce time zone, donc ça veut dire que MySQL empêche cette connexion. Alors, c'est quoi la solution? Ben, il y a deux solutions. Soit que vous allez vers MySQL et vous ajoutez donc ce time zone, ou tout simplement, le plus simple, c'est quoi? C'est d'aller vers le fichier application.properties, exact, et d'ajouter comme quoi je veux établir la connexion avec le time zone universel. Comment? Au niveau de la base de données, on va ajouter ça, point d'interrogation, server time zone égale UTC. Ça, sans doute, c'est le premier problème que vous allez rencontrer, notamment que vous avez d'ailleurs rencontré dans le premier TP. Une fois que vous dépassez cette étape-là, je réexécute. Alors, en principe, cette fois-ci, donc, il exécute. À un moment donné, si tout se passe bien, vous allez voir quelque chose comme Create Table. Alors, ça, c'est un signe comme quoi la table a été bien générée. Et vous allez regarder dans votre base de données et vous trouverez qu'il y a une table produit qui a été créé et que vous pouvez voir la structure de la table, s'il correspond bien à ce que vous cherchez. Alors ici, donc, je vois bien qu'ici, il y a un auto-increment qui a été créé pour la base de données, pour cette table. Alors ça, c'est la première étape. La deuxième remarque que vous avez sans doute constatée dans le premier TP, c'est que il vous indique qu'il y a un warning, si vous voulez. Ce n'est pas une erreur qui est fatale. Donc, il vous dit que le pilote com.mysql.jdbc.driver est déprécié. Il est déprécié, pourquoi? Parce qu'il vous indique comme quoi il y a une autre version du pilote JDBC de MySQL
qui est comme .mysql.gc.gdbc.driver, qu'elle utilise par défaut pour établir la connexion avec MySQL. Donc, en principe, si vous voulez éviter ce warning-là, vous pouvez tout simplement, la solution, c'est quoi? C'est d'aller vers cette ligne où vous mettez donc votre pilote et vous la mettez en commentaire avec dièse. Le fait si vous la mettez en commentaire, ça veut dire qu'il ne sera pas prise en considération. Et du coup, donc, il va utiliser le pilote GDBC par défaut qu'il propose, bien sûr, qui a été proposé dans ce message. Alors ça, c'est le premier test. Généralement, que vous êtes censé réussir, généralement, vous créez une entité GPA, vous configurez le fichier application.properties, vous démarrez l'application et vous regardez si la table est générée. Alors généralement, cette étape-là, donc c'est une étape importante. Pourquoi? Parce que si la table n'est pas générée, ça peut signifier que vous n'avez pas bien placé votre classe dans le bon package. Parce qu'il se peut que, par exemple, que vous avez créé la classe produit, tout est bon au niveau du code, mais ici, au lieu d'utiliser un package qui se trouve à l'intérieur du package de l'application, vous la mettez en dehors du package. Si vous la mettez en dehors du package, qu'est-ce qui se passe? Vous démarrez votre application, ben, l'application ne va jamais scanner cette classe, ne va jamais la prendre en considération. Et du coup, donc, pour lui, il n'y a pas d'entité GPA produit, donc forcément, il ne va pas générer la table. Ça, c'est juste des petits problèmes que vous allez rencontrer. Alors, autre chose, il y en a parmi vous ceux qui m'ont posé une question. Alors, si vous mettez, vous utilisez Generated Value sans mettre la stratégie identité, vous allez remarquer que, alors ce que je vais faire, donc je vais supprimer la table produit qui vient d'être générée. Là. Je redémarre l'application. Alors ici, donc j'utilise Generated Value, mais je ne spécifie pas la stratégie. Quelle est la stratégie qu'il va choisir par défaut? C'est Auto. Auto, donc, qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va utiliser un auto-increment, mais en créant une table séquence. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser un auto-increment dans la table, il va vous ajouter une autre table qui s'appelle Hibernate Sequence. Forcément, vous l'avez déjà constaté. D'ailleurs, c'est ce que je vais vous montrer ici. Donc, vous voyez ici, donc, il vous génère la table produit, mais en même temps, il vous génère une autre table qui s'appelle Hibernate Sequence. Alors, qu'est-ce qu'il va mettre dans cette table? Il y a un seul champ dans lequel, si vous voulez, tout simplement, c'est un compteur qu'il va utiliser pour à chaque fois définir la valeur de la prochaine, du prochain ID qu'il va choisir pour les produits. Alors, donc, dans notre cas ici, donc, si vous voulez utiliser un auto-increment, ben, je vais supprimer. Donc, vous voyez, donc, ici, à chaque fois, je les supprime manuellement. Mais si j'avais utilisé create au lieu de update, qu'est-ce qui va se passer? C'est que chaque démarrage, il va les supprimer. Alors là, donc, c'est juste pour le savoir. Donc ici, donc, je vais utiliser stratégie identité. Je réexécute l'application. Alors ça, c'est la première étape. Donc, créer une entité GPA. Alors, vous voyez donc ce qu'il faut retenir ici. Donc, c'est quoi une entité GPA? C'est une classe. C'est un Java Bean, c'est-à-dire des attributs privés, les getters et setters, qui utilisent deux annotations principales. L'annotation entity, pour indiquer que la classe correspond à une table dans la base de données, et l'annotation ID, c'est pour spécifier comme quoi cet attribut représente l'identifiant, bien sûr, c'est-à-dire la clé primaire. Bien, alors l'étape suivante. Maintenant, on va gérer les entités GPA. C'est-à-dire on aura besoin donc de créer une application qui permet d'ajouter, chercher, éditer, supprimer, faire des opérations sur les produits. Alors pour cela, pour faire ça, je vais utiliser donc Spring Data. Alors pour utiliser Spring Data, ben, j'ai expliqué la dernière fois qu'il suffit de créer une interface qui s'appelle produit repository. Je la mets dans un package, la même chose, je garde toujours org.sid, c'est le package de base. Et je vais ajouter DAO. Alors pour créer une entité plutôt une interface de Spring Data et une interface GPA Repository, il suffit d'hériter d'une interface qui s'appelle GPA Repository, fournie par Spring Data. C'est une interface générique. On a juste besoin de spécifier deux paramètres. Le premier, c'est quoi?
c'est l'entité. Le nom de l'entité, dans notre cas, qu'est-ce qu'on va gérer? C'est la classe produit. Et le deuxième paramètre, c'est quoi? Le ID qui est de type langue. Alors, c'est tout. Donc, ça veut dire que ici, jusqu'à présent, vous pouvez dire que maintenant, toutes les opérations de mapping objet relationnel, je vais considérer que c'est fait. J'ai toutes les opérations que je peux utiliser. Et je vais passer à un test. Maintenant, je vais commencer à insérer quelques enregistrements dans la base de données. Pour cela, je reviens à l'application. Alors, le moyen le plus simple pour faire des tests au niveau de l'application, c'est dans l'application, on va implémenter une interface qui s'appelle Command Line Runner. Quand on implémente cette interface-là, vous voyez donc, il va nous obliger de redéfinir une méthode qui s'appelle Run. Alors, la méthode Run, en fait, c'est quoi ça? Ce qui se passe, c'est que quand vous démarrez l'application, il y a Spring qui va démarrer, mais une fois qu'il termine le démarrage complet, automatiquement, il fait appel à la méthode Run. Ça veut dire, si vous le faites comme ça veut dire quoi? Dès que vous démarrez, une fois qu'il termine le démarrage, bon, la méthode Run va s'exécuter. Donc, ça veut dire, pour moi, si je veux faire un test, je peux le faire à l'intérieur de la méthode Run, au démarrage. Alors, pour cela, donc, j'ai besoin de l'interface, de déclarer un attribut de type produit repository. Alors, bien sûr, si vous le laissez comme ça, vous aurez forcément quelque chose. Et donc, la valeur par défaut des attributs que vous déclarez, c'est nul, n'est-ce pas? Ben, je ne vais pas le laisser comme ça. Et pour cela, donc, j'ai besoin d'utiliser la notation AutoWired. Donc, je vous rappelle que AutoWired, c'est ce qui permet tout simplement de demander à Spring de faire l'injection des dépendances. Alors ici, donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais utiliser cette interface pour insérer quelques enregistrements dans la base de données. Donc, je vais utiliser produit repository.save. New produit. Je vais créer un produit. Alors ici, donc, pour le produit, le ID, il est auto-increment, donc je n'ai pas besoin de le spécifier, donc je peux mettre nul. Sinon, vous pouvez créer un constructeur sans ID. Donc, c'est un choix. La désignation, donc je vais mettre quelque chose quelconque, PC par exemple. Le prix, la quantité. Et je vais faire quelques copier-coller pour créer 4 produits, 4 objets, 4 enregistrements dans la table produit. Ça, c'est une imprimante. Ça, c'est le prix. La quantité. Voilà, alors ici, donc, je vais choisir par exemple des scanners. Voilà. Alors, une fois que j'ajoute, donc je suppose que je vais ajouter donc 4 produits et après je vais les afficher. Alors, pour afficher tous les produits, donc j'ai besoin de faire appel à la méthode findAll. FindAll, c'est pour retourner la liste des produits. Et après, je fais un for each. Chaque produit P, je vais afficher les informations sur le produit. Ce qui m'intéresse pour le moment, c'est get désignation. Alors ça, sans doute, c'est le test, le premier test à faire. Ben, je vais réexécuter l'application. Alors, si tout se passe bien, vous allez voir qu'à la fin, ici, donc, il m'affiche bien donc, les produits, comme quoi ils ont été bien insérés. Et si vous regardez dans la table produit, donc, je viens d'insérer donc, des données. Donc, ça, c'est le deuxième test à réussir. Donc, j'ai inséré des données, j'ai affiché les données. Bon, je sais que maintenant, moi, la couche DAO, en quelque sorte, je viens de faire un test. Maintenant, je vais passer directement à la partie web. Donc, je répète, qu'est-ce que je viens de faire? Ben, je viens de créer l'entité produit et je viens de créer l'interface produit repository. Et après, j'ai fait le test. Maintenant, je vais passer à créer un contrôleur. Alors, je vais créer un contrôleur Spring MVC.
Alors, donc, je crée une classe. Pour la même chose, donc je vais choisir un package pour cette classe que je vais appeler produit controller. Je vais utiliser toujours org.sid et après je vais choisir web. Séparer les couches. Alors, c'est quoi un contrôleur Spring MVC? Donc, c'est une classe qui utilise la notation contrôleur. C'est la première des choses. Alors, bien sûr, mon contrôleur, il a besoin de l'interface produit repository. Et bien sûr, quand vous utilisez produit repository, il ne faut pas oublier AutoWired, parce que sinon, il va rester nul. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on met dans un contrôleur? Je crée des méthodes. Je vais créer une méthode qui s'appelle index, par exemple. Alors, cette méthode-là, il va me retourner une vue. Ça, c'est le nom de la vue. Que je vais appeler produit.html. Il va me retourner une vue qui s'appelle produit. Mais pour faire appel à cette méthode index, je vais utiliser request mapping. Alors, c'est quoi l'URL que je vais utiliser? C'est /index, par exemple. Ça veut dire quoi? Quand je vais taper http localhost /index, ça c'est l'URL. C'est cette méthode qui va s'exécuter. Cette méthode, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner à dispatcher servlet une vue qui s'appelle produit.html. Alors, si cette méthode-là, cette requête est envoyée avec quelle méthode? Ben, je vais supposer que la méthode c'est get. Voilà. Égale c'est request méthode.get. Voilà. Request méthode.get. Vous pouvez la laisser comme ça, request mapping, ça veut dire quoi? Quand j'envoie une requête avec get et que l'URL c'est /index, c'est cette méthode qui va s'exécuter. Pour ne pas faire request mapping, il y a encore plus simple. Je vais la mettre en commentaire. Au lieu d'utiliser ça, vous utilisez tout simplement get mapping. Vous mettez directement /index. C'est encore plus simple. C'est-à-dire get mapping, c'est quoi? Ça veut dire c'est un request mapping avec la méthode égale à get. Et après, on va trouver également des annotations post mapping, put mapping, en fonction des méthodes. Alors ici, donc, je vais utiliser get mapping. Pour le moment, je vais utiliser que des get ici. Alors, pour que ça marche, ben, il me faut maintenant créer une vue qui s'appelle produit.html. Alors, où est-ce que je vais la mettre? Alors, dans le dossier ressources, vous avez deux dossiers. Il y a le dossier statique. En fait, le dossier statique, il est réservé pour les ressources statiques. Tout ce qui est statique, ça veut dire des fichiers CSS, des images, des pages HTML statiques, des JavaScript. Toutes les ressources statiques qui ne nécessitent pas un traitement côté serveur, généralement, on le met dans le dossier statique. Mais les vues qui sont basées sur TeamLeaf, qui vont subir des traitements côté serveur, ben, il faut les mettre dans le dossier templates. Donc, c'est pour cela que notre vue produit.html, où est-ce qu'on va la mettre? C'est dans le dossier templates. C'est ce que je vais faire, new HTML file produit.html. Alors ici, donc, j'ai une simple page HTML. Je vais faire un test dans un premier temps. Et après, je teste. Je démarre l'application. Alors, quand vous démarrez l'application, vous allez constater que par défaut, il démarre Tomcat sur le port 8080. Vous le voyez là? Donc, il vous indique comme quoi le Tomcat est démarré en utilisant le port 8080. Mais si le numéro de port 8080 est déjà occupé par une autre application de votre machine, vous aurez un problème. La première des choses, c'est comment changer le numéro de port de Tomcat. Alors, si vous voulez le changer, ça se passe toujours dans le fichier application.properties. Vous ajoutez juste une propriété server.port et vous mettez par exemple 8084. Alors, dans ce cas-là, la version de Tomcat que vous démarrez, il utilise ce numéro de port. Je redémarre. Alors, autre chose, quand vous allez redémarrer, vous voyez donc j'utilise ce bouton ici. Ce bouton-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire stop d'abord, l'ancien, et après je redémarre. Donc ce bouton-là, donc il arrête
c'est-à-dire l'application qui est déjà lancée, il la redémarre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce qui arrive parfois, vous démarrez l'application, il utilise le port 80-80 par exemple, et après vous allez encore, ici vous dites encore run une deuxième fois. Et quand vous la démarrez une deuxième fois, c'est normal, il va vous dire que le numéro de port est occupé. Donc pour ne pas tomber dans ce problème, il faut toujours s'assurer dans votre fenêtre console que l'application que vous avez démarrée anciennement, plutôt auparavant, a été bien arrêtée. Donc j'ai démarré donc mon serveur, je lance mon navigateur, en principe via localhost, le port c'est quoi? C'est 8084, / maintenant index. Alors si tout se passe bien, vous allez voir le message test ici. Bon, déjà ce test-là, il vous rassure pour dire, maintenant la partie Spring MVC, il n'y a pas de problème, je peux continuer maintenant à faire, si vous voulez, le contenu. Moi, ce que je vais faire, je vais afficher la liste des produits dans cette page. Alors pour cela, je reviens vers le contrôleur. Et qu'est-ce que je vais faire? Donc quand j'appelle index, alors juste pour indication, la méthode, vous pouvez l'appeler chercher ou n'importe quel nom, ça ne change rien. Vous n'êtes pas censé lui donner le même nom que l'URL. Bon, c'est juste pour spécifier. Alors qu'est-ce que je vais faire dans la méthode? Donc je vais récupérer une liste de produits. Liste produit. Donc produit égale à quoi? Ben, tout se trouve dans l'interface produit repository. Produit repository.findAll. Findall, donc j'appelle. Donc là, je me suis appuyé sur Spring Data pour récupérer la liste des produits. Une fois que je récupère cette liste-là, il faut la stocker dans le modèle. Alors, pour utiliser le modèle, il suffit de déclarer un objet de type modèle, comme ça. Après, vous utilisez modèle.add_attribute. Je vais ajouter un attribut, comment il s'appelle? Je vais l'appeler liste produit. C'est quoi la valeur? C'est la liste des produits que j'ai récupérés. Vous voyez donc en deux lignes, la partie traitement, je récupère les données, je les stocke dans le modèle et je reviens directement vers la vue, ici, pour les afficher. Alors, pour afficher la liste des produits, donc d'abord, j'ai besoin de déclarer ThemeLeaf comme librairie en utilisant XML NS. Le préfixe th égale, c'est HTTP, alors XML NS. HTTP www.themeleaf.org. www.themeleaf.org. Alors maintenant, ici, donc, je vais utiliser un tableau HTML. J'ai besoin de créer une ligne d'abord d'en-tête avec des TH. Alors j'ai besoin de ID, désignation, prix, quantité. J'ai besoin de faire une boucle pour afficher la liste des produits. Alors pour faire cette boucle-là, je vais utiliser th.each. Vous voyez bien, ça, c'est pas du JSP, c'est une vue, mais qui est basée sur le moteur de template qui est ThemeLeaf. Alors, each quoi? Pour chaque produit P, de points. Alors, j'accède au modèle en utilisant $ entre accolades. Alors, quand vous utilisez ça, ça veut dire que vous indiquez à ThemeLeaf comme quoi c'est une expression. Comme c'est une expression, automatiquement, il va vers le modèle, il va chercher un attribut qui s'appelle liste produit. Alors, liste produit. Et après, pour chaque produit P, vous créez des TD. Si vous voulez afficher une valeur entre TD et /TD, vous allez utiliser th texte. Alors, qu'est-ce que je vais afficher? Je vais afficher l'objet P. En utilisant, comme c'est une variable, c'est une expression, encore, je vais utiliser $ entre accolades. Et après, je vais faire utiliser P. Mais qu'est-ce qui m'intéresse dans l'objet P? C'est l'attribut ID. Donc j'affiche la valeur de ID de l'objet P et je fais la même chose pour afficher donc la désignation
le prix. Et pour la quantité. Alors, pour le moment, chaque fois que je fais une modification, je suis obligé de redémarrer. Même si dans la partie HTML, si vous voulez actualiser, il faut à chaque fois redémarrer. Et tout à l'heure, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas à chaque fois redémarrer pour chaque modification que vous faites dans la partie HTML. Alors, pour faire le test, donc, je vais actualiser. Alors, ici, donc, je vois ici, donc, il y a la liste des produits qui est là. Mais là, bon, maintenant, je dois soigner un petit peu le design, n'est-ce pas? Alors, pour cela, je vais utiliser Bootstrap. Alors, Bootstrap, c'est un framework CSS que je vais utiliser pour arranger un peu mon affichage. Alors, comment utiliser Bootstrap? En principe, j'ai besoin d'un fichier bootstrap.min.css. Mais ce fichier-là, vous pouvez le télécharger d'une manière manuelle ou encore. Il y a un outil que vous allez prendre l'habitude d'utiliser qui s'appelle NPM. Alors, si vous installez dans votre machine un outil qui s'appelle Node.js, ben, il vous installe une commande NPM avec laquelle vous pouvez installer des dépendances, des librairies, surtout pour les gens qui travaillent dans la partie front-end, pour installer des librairies CSS, JavaScript, etc. Donc, généralement, on utilise cet outil-là NPM. Ben, c'est ce que je vais faire ici. Dans le dossier statique, je vais utiliser Alt-Ctrl-T pour afficher le terminal. Et dans le dossier statique, donc, je vais utiliser tout simplement npm install bootstrap. Bootstrap, mais je ne veux pas la dernière version, je veux la version 3. Il y a une grande différence entre la version 3 et la version 4. Alors, comme les démonstrations vidéo que je vous donne, ils utilisent la version 3. Donc, c'est pour garder toujours la même version si vous voulez. Vous utilisez donc ici la version 3. Alors, en fait, quand vous exécutez ça, donc si vous avez bien sûr une connexion, il va se connecter, il télécharge Bootstrap en quelques secondes. Alors, si j'actualise avec un refresh, je vois ici, il y a un dossier qui a été créé qui s'appelle Node Module, à l'intérieur duquel il y a Bootstrap. Il y a dist, la distribution, CSS. Il y a, pour le moment, ça c'est la version complète de Bootstrap. Moi pour le moment, je vais utiliser que le fichier bootstrap.min.css. Ce que je vais faire, donc je vais juste prendre ce fichier-là, je le mets dans le dossier statique. Je vais créer un dossier qui s'appelle CSS, dans lequel je vais copier ce fichier. Et après, le reste, je vais le supprimer. Bon, c'est juste pour ne pas garder des choses que je ne vais pas utiliser pour le moment. Alors, tous ces fichiers-là qui ont été générés par NPM. Bon, ça veut dire que pour faire la suite BTP, vous aurez juste besoin d'utiliser ce fichier-là, bootstrap.min.css. Mais comme vous avez ce fichier-là, vous faites quand même un double-clic, vous regardez quelle version que vous utilisez. C'est important, je suis bien en train d'utiliser la version 3 de Bootstrap. Si vous avez fait le deuxième TP jusqu'au bout, donc vous avez déjà utilisé donc, Bootstrap dans la partie que je vous ai déjà donnée. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Du moment que j'ai Bootstrap, je vais le déclarer. Bon, ça c'est le titre d'abord de la page. Dans head, donc je vais utiliser link, rel égale style sheet, href, et je mets le chemin vers Bootstrap. Alors maintenant, quel chemin que je dois mettre? Regardez. Alors je suis dans produit.html qui se trouve dans le dossier templates. Alors que le fichier CSS se trouve dans le dossier statique. Donc je suis amené à faire quoi? Un point slash, ça va, je remonte vers le dossier parent et je vais vers le dossier statique et après je vais chercher le dossier CSS et mon fichier s'appelle bootstrap.min.css. Alors si vous faites ça et vous tentez par exemple mon tableau HTML, je vais utiliser une classe qui s'appelle table de Bootstrap. Alors vous redémarrez et vous allez remarquer dans un premier temps que ça ne va pas marcher. C'est tout à fait normal. Et je vais vous expliquer pourquoi ça n'allait pas marcher.
Je vois bien que le design n'a pas changé, alors que ça devrait changer normalement. Si vous regardez les outils de développement, dans la partie Network, vous actualisez, vous allez remarquer qu'il vous affiche bootstrap.min.css en rouge. Il vous indique comme quoi, vous le voyez donc, le Bootstrap, il ne l'a pas trouvé, 404. En fait, où est-ce qu'il le cherche? Il le cherche dans static/css/bootstrap.min.css. Or, ce qui se passe, c'est que tout ce qui se trouve dans le dossier statique, il est accessible par défaut. C'est-à-dire la racine du class path des ressources statiques se trouve dans le dossier statique. Donc ça veut dire quoi? Si vous mettez static/css/bootstrap.min.css, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans le dossier statique pour chercher un autre dossier qui s'appelle statique. Oui, donc toujours il se positionne dans le dossier statique. Il va chercher un autre dossier qui s'appelle statique dans lequel il devrait chercher le fichier, ce qui n'a pas marché. Alors ça veut dire que si vous voulez que ça marche, logiquement, il faudrait enlever le statique ici. Et vous mettez directement css bootstrap.min.css. Ça va marcher. Mais il y a une solution encore meilleure. Je vais le laisser comme ça, href. Et je vais ajouter un autre attribut, c'est href. Cette fois-ci de TeamLeaf. Ça veut dire quoi? Je laisse ce chemin correct. Ça, c'est pour l'IDE. Parce que quand vous utilisez votre IDE, donc il a besoin de connaître, il a besoin du vrai chemin, n'est-ce pas? Eclipse, par exemple, il a besoin de savoir où se trouve ce fichier CSS. Ça, c'est pour l'intelligence, ça, c'est une affaire d'IDE. Mais pour la partie TeamLeaf, je vais lui dire, ce n'est pas la peine de prendre en considération href. Et dans ce cas-là, il va prendre en considération href. Bon, c'est ici que je vais utiliser cette expression-là, at. Et je vais mettre directement le chemin vers ma ressource. C'est css bootstrap.min.css. Donc ça, c'est ce qu'on va utiliser souvent. Alors, je démarre. Alors, vous avez constaté jusqu'à présent, à chaque fois, je suis amené à redémarrer pour test. Mais le redémarrage, ça prend du temps, c'est une perte de temps, n'est-ce pas? Quelques secondes à chaque fois que vous perdez. Alors, je vais vous montrer juste après comment régler ce problème. Vous voyez donc actualiser. Alors, cette fois-ci, vous voyez notre tableau, il a changé de forme. Ça veut dire que Bootstrap a été bien chargé, pas de problème. Il est là. Alors maintenant, ce que je vais faire, d'abord, vous constatez, comme je disais tout à l'heure, quand je change par exemple ici, au lieu de... Je vais mettre désignation, je change quelque chose là, actualiser, vous voyez, ça ne change pas. Alors, pourquoi? Parce que par défaut, TeamLeaf utilise un cache. Ça veut dire quoi un cache? Ça veut dire que TeamLeaf, quand vous lui demandez une page la première fois, il génère la page, mais le contenu qu'il génère, il le met dans un cache. Pourquoi? S'il y a une autre requête qui demande la même page, au lieu de la régénérer, il va utiliser la page qui se trouve dans le cache, ce qui permet d'accélérer les performances de l'application en production. Donc c'est la raison pour laquelle, même si vous actualisez, donc vous ne voyez pas la modif, ce qui va vous obliger à chaque fois à redémarrer. Alors maintenant, dans la phase de développement, je n'ai pas besoin d'utiliser le cache. Donc je vais le désactiver, je vais demander à TeamLeaf de ne pas utiliser le cache. Alors pour faire ça, il suffit d'aller vers le fichier Application Properties et de spécifier spring.TeamLeaf cache et vous mettez false. Alors ça, c'est un moyen avec lequel vous dites à TeamLeaf, au démarrage, ce n'est pas la peine d'activer le cache. Alors déjà, ça va vous libérer côté HTML de ne pas être à chaque fois obligé de redémarrer. Mais par contre, si vous changez dans le code Java, il faut redémarrer. Et à la fin, je vais vous montrer comment utiliser un outil qui s'appelle DevTools qui va permettre de régler définitivement ce problème-là en cas de besoin. Donc ici, vous allez remarquer actualiser. Bon, là, ça change. Déjà, je vois ici un problème des accents. Comment régler ces problèmes des accents? C'est au lieu de
Là, vous mettez UTF-8. UTF-8. Alors, si vous mettez UTF-8, vous actualisez. Vous voyez donc que ça a changé sans avoir besoin de redémarrer. Alors, pour le moment, donc, ce que je viens de vous montrer là, donc, à chaque fois, si vous changez maintenant dans la partie HTML, vous n'avez pas besoin de faire restart pour la partie HTML. Mais si vous changez dans la partie de code Java, il faut le faire. Alors maintenant, ce que je vais faire, ça joue derrière, n'est-ce pas? Ben, je sais que c'est pas toi. Parce que ceux qui font ça, généralement, ils ne me regardent pas. Hein. Ils se cachent derrière les écrans. Bien. Alors ici, donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais changer le style. Alors, quel est le style de la page que je vais choisir? Donc, je vais utiliser quelque chose comme ça. Voilà. Ben, je vais créer un panel. Bon, ça, avec un titre. Et à l'intérieur duquel, donc, je vais faire tout ça. Donc, comment créer un panel avec Bootstrap? Donc, ça, sans doute, vous le connaissez. Donc, div, classe. Je vais d'abord utiliser un container. Pour la classe container, donc mon table, donc je le mets à l'intérieur de ce conteneur-là. Container, ça veut dire quoi? Si vous actualisez, vous allez voir d'ailleurs, il y a un petit margin left et right qui va se faire. Alors maintenant, à l'intérieur de mon conteneur, je vais créer un div classe égale panel. Je vais utiliser le style panel primary, c'est-à-dire le bleu, un style. Et à l'intérieur duquel j'ai l'entête, c'est avec la classe, c'est panel hidden. Ça, c'est liste des produits. Et j'ai besoin de div class panel body. Et à l'intérieur de panel body, donc vous avez CTRL X. Je vais mettre mon tableau. Bon, bref, donc c'est juste un arrangement. Je vais mettre un format comme ça. Je vais formater tout ça. Alors, actualiser. Ben, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, j'ai juste un panel à l'intérieur dans lequel je mets mon tableau. Alors maintenant, je ne veux pas afficher tous les produits parce qu'il y a beaucoup de produits. Vous voyez, vous remarquez déjà à chaque fois que je redémarre, il ajoute. Hein, c'est exprès que je l'ai fait. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais afficher uniquement page par page. Hein, donc, chaque affichage, je vais afficher que 5 produits. Alors pour cela, qu'est-ce que je vais faire pour faire de la pagination? Je vais revenir vers mon contrôleur et je vais, au lieu de récupérer une liste de produits, je vais récupérer une page produit. Dans ce cas-là, quand vous faites appel à la méthode findAll, il faut lui indiquer combien de données que vous voulez, combien d'enregistrements. En utilisant page request, .org, et vous avez deux paramètres. Le numéro de la page, par exemple, vous dites la page 0, et size, je veux que 5. Donc, c'est-à-dire, c'est comme si vous faites, en quelque sorte, vous dites, je veux que les 5 premiers enregistrements, hein, à partir de la page 0. Alors, si vous faites ça, sans doute, vous n'allez pas recevoir tous les produits, mais vous allez recevoir une page. Et donc, j'ai que 5 produits qui ont été affichés. Alors maintenant, en réalité, ce n'est pas ce que je veux parce que moi, je veux que quand j'appelle index, je lui envoie le numéro de la page affichée. Par exemple, si je lui demande de m'afficher la page 2, ben, il devrait m'afficher la page 2. Alors, c'est la raison pour laquelle, ici, donc, pour récupérer le numéro de la page qui est envoyé dans la requête,
il suffit de déclarer un paramètre ici que je vais appeler page. Si vous vous rappelez, dans une servlette, pour récupérer un paramètre, on utilise l'objet request. Request.getParameter. Mais ici, on n'a pas besoin avec Spring MVC. Pour le faire, il suffit d'utiliser la notation request_param. Vous dites comment il s'appelle le paramètre. Il s'appelle page. C'est comme si vous dites ce paramètre-là, il prend la valeur du paramètre page qui vient à partir de la requête. Donc, si vous voulez, cette annotation request_param, il remplace l'objet request.getParameter et il va récupérer la valeur. Donc, vous voyez, donc c'est Dispatcher Servlet qui fait ce travail-là. Ben, il récupère le paramètre avec l'objet request, mais après, il va l'injecter, bien sûr, dans cette variable grâce à cette annotation. Alors, je vais quand même ajouter dans cette annotation-là la valeur par défaut. C'est-à-dire, si je ne spécifie pas la page dans la requête, il y a default value. Alors, pour moi, la valeur par défaut, c'est quoi? C'est 0. C'est-à-dire, si je suppose que si au départ, quand je ne spécifie pas de numéro de page, il va m'afficher la première page. Et pour moi, la première page, c'est la page 0. Dans ce cas-là, je dois remplacer 0 ici par page. Et j'aurais réglé la première partie du problème. C'est donc si vous mettez rien, /index, alors sans doute il va vous afficher la première page. Alors si je spécifie page égale par exemple 2, remarquez bien sûr, il m'affiche la page numéro 2. Mais ça, c'est pas pratique parce que moi, ce que je veux, c'est d'afficher des liens ici de navigation, n'est-ce pas? Alors comment afficher maintenant les liens de pagination? Alors pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Dans mon modèle, ici, je vais accéder au modèle. Point add attribute. Je vais ajouter un attribut. Alors l'attribut il s'appelle les pages. Pour moi, les pages, c'est quoi? C'est un tableau de int. C'est quoi la dimension de ce tableau? C'est le nombre de pages. Alors, pour savoir le nombre de pages, il suffit d'aller vers produit. Alors, pour moi, produit, c'est quoi? C'est une page de produit. Il faut chercher une méthode qui s'appelle getTotalPages. Vous voyez donc dans ce que vous voyez là, je vais changer juste là, ici. Je vais mettre ici page produit, page produit point get total pages. C'est donc j'ai un tableau dans le modèle qui contient, dans la dimension, c'est combien? C'est le nombre de pages. Après, dans la partie HTML, je vais faire une boucle sur ce tableau et je vais afficher les différents numéros de pages. C'est donc, c'est quoi ça? C'est page produit. Là également, il y a quelque chose que, en principe, que je n'ai pas montré tout à l'heure. C'est en réalité, pour nos listes produits, ça doit être quoi? Ça doit être page produit.get content. Parce qu'une page, c'est un objet. L'objet, qu'est-ce qu'il contient? Il contient pas mal d'informations. Il contient getTotalPages, c'est le nom de page. Il peut vous retourner la page courante, il peut vous retourner pas mal d'informations. Mais si vous voulez la liste des produits, c'est parce que ce qu'on affiche dans la partie HTML, ce qu'on affiche, c'est quoi? C'est la liste. Donc si vous voulez la liste des produits, vous appelez la méthode getContent. Donc getContent, ça vous donne la liste. GetTotalPages, ça vous donne le total de pages. Mais sauf que vous avez remarqué, même si je n'ai pas utilisé getContent, alors par défaut, ça a marché, n'est-ce pas? Donc, c'est juste dire que dans une page, par défaut, il va vers dans la partie TeamLeaf, par défaut, il va vers Content. Mais en réalité, donc, si vous voulez être un peu plus clair, il faut ici utiliser getContent. Normalement, ça ne devrait pas marcher. Mais bien sûr, tout dépend les versions. Si vous prenez le Spring à chaque fois de version en version,
dans Spring Boot, il y a toujours la configuration par défaut. Donc, cette configuration par défaut fait parfois que ça marche sans que vous ayez besoin de le préciser vous-même. Donc, ça, c'est la particularité de Spring Boot. Donc, alors, mais il faut noter ici, donc, liste produit, c'est quoi? C'est la page.getContent. Et page, c'est quoi? C'est getTotalPages. Alors, si j'ai la liste des pages maintenant ici, qu'est-ce que je vais faire? À la fin du tableau, donc, je vais créer un UL, une liste, dans laquelle j'ai un LI. C'est une liste, donc, /LI. À l'intérieur de LI, je vais mettre un lien A. Et maintenant, ce LI-là, je vais faire une boucle. Comment? À nouveau, donc, je vais utiliser th each. Alors, pour chaque page, deux points, je vais chercher dans le modèle un tableau qui s'appelle. Alors, c'est bien ce que j'ai ajouté ici. Je viens d'ajouter ici dans le modèle un tableau qui s'appelle. Je vais le récupérer, je fais une boucle. Et ici, qu'est-ce que j'affiche? Dans le A, c'est th texte. Qu'est-ce que j'affiche? Donc, c'est $. C'est la page. Ici. Alors, si vous faites ça, donc, on va voir que ici, donc, en bas du tableau, donc, je vais avoir une liste dans laquelle j'ai plusieurs listes items. Et chaque liste item, il va m'afficher la valeur de la page. En fait, pour moi, la valeur de la page, c'est la valeur du tableau. Et vous savez qu'un tableau, quand vous le créez, c'est quoi les valeurs par défaut qu'il garde? C'est 0. Donc, ce qui fait que ici, vous allez avoir un résultat, mais au lieu d'avoir les numéros de page, qu'est-ce que vous avez? Vous avez que des 0. Donc, je ne veux pas afficher la valeur qui se trouve dans le tableau. Je vais afficher l'index. Hein? C'est-à-dire l'index de l'élément. Alors, si vous voulez afficher l'index de l'élément au lieu de l'élément lui-même, voilà ce que vous allez faire. Vous allez mettre each page, virgule, et vous déclarez une variable status. Dans ce cas-là, au lieu de page ici, vous mettez status.index. Alors, si vous voulez donc faire un track, ou bien vous voulez suivre plutôt un tableau en utilisant l'index et non pas la valeur, donc vous aurez besoin juste d'utiliser cette syntaxe que vous voyez ici, utiliser status. Alors si je fais ça, vous allez remarquer ici, vous voyez donc ici, donc qu'est-ce que j'ai? Donc de 0 jusqu'à 7. Pourquoi de 0 jusqu'à 7? Parce qu'il m'indique comme quoi il y a 7 pages. Logiquement ici, donc ça c'est la première page, mais en réalité, si vous voulez afficher tous les produits, vous avez 7 pages. Maintenant, ces liens-là, je vais les afficher en ligne. À nouveau, donc c'est Bootstrap qui va faire ça. Ben, il suffit d'utiliser classe. Je vais utiliser la classe nav fields. Actualiser. Et vous allez voir que ici, donc vous voyez, donc là, ma barre de navigation, donc je la remets en ligne. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Quand je clique sur le lien, il devrait basculer vers la page. Ben, je vais tout simplement utiliser ici, dans A, je vais utiliser href. Quand je clique sur le lien, je vais vers toujours index, /index. C'est toujours la même page que je vais appeler. Mais après, je dois lui envoyer le numéro de la page. Alors, si vous voulez envoyer un paramètre avec l'URL, ben, on va utiliser avec TeamLeaf, vous mettez entre parenthèses. Et le paramètre, comment il s'appelle? Page. Et c'est quoi sa valeur? Ben, sa valeur, c'est tout simplement, c'est ça. C'est status.index. C'est-à-dire, vous prenez $status_index et vous le mettez. Actualiser. Et vous allez remarquer que ici, donc, j'ai des liens. Quand je clique, vous voyez donc là, vous voyez ce qui se passe ici. Donc, ça, c'est la page 0, la page 1, 2, la page 7, ainsi de suite. Vous voyez donc en quelques petites lignes, donc je viens d'utiliser donc le système de pagination. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Il reste la page courante, il doit être active. Parce qu'en fait, il faut toujours, vous voyez toujours la page courante qui est active comme ça, avec un style différent. Alors, comment on va faire ça? Si vous voulez activer la page courante au niveau de la vue, j'ai quand même besoin, au niveau du contrôleur, de garder dans le modèle la page courante.
Comment? Modèle.add attribute. Add attribute. L'attribut, comment il s'appelle? Je vais l'appeler current page. C'est quoi la valeur? C'est la page. Parce qu'à chaque fois, j'envoie la page. Pour moi, cette page, je vais la garder dans le modèle pour que ça devienne la page courante. Alors, le fait de garder la page courante dans le modèle, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc, ce li que j'ai ici, je vais lui appliquer une classe CSS. Quand est-ce? Quand status.index, c'est-à-dire l'index de la page, égale à quoi? Égale à la page courante. Alors, comment on le fait avec TeamLeaf? On utilise th de point classe. En fait, th class, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais appliquer une classe CSS si une condition est vérifiée. C'est quoi la condition? C'est current. Je vais utiliser donc $. C'est quoi la condition? C'est current page égale à quoi? Égale status.index. Alors, si cette condition est vérifiée, point d'interrogation. C'est quoi quelle est la classe CSS que je vais appliquer? C'est active. Active, c'est une classe bootstrap. Deux points, ça veut dire sinon. Sinon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rien faire. Alors, si vous faites ça, et vous avez encore réglé le problème de la page. Alors, je reprends. Si je fais index, mais sur la page active par défaut, ça va être la page 0. Vous l'avez remarqué ici. Vous voyez donc, j'ai appliqué ici la classe active. Alors, quand vous cliquez sur une autre page, vous voyez donc, je suis en train de passer d'une page à l'autre, mais je vois toujours quelle est la page qui est active. Alors, ça, c'est comme ça qu'on règle le problème de pagination. Maintenant, je veux faire mieux parce que je ne veux pas afficher que les produits comme ça. Je vais faire une recherche. Parce que j'ai beaucoup de produits, donc c'est à moi de chercher quels sont les produits que je veux. Donc j'ai besoin d'ajouter un formulaire de recherche. Alors pour ajouter ce formulaire de recherche, je vais revenir ici avant le tableau. Je vais ajouter un autre div. Toujours panel body. Dans lequel je vais mettre un formulaire. Form. Alors, dans le formulaire, au lieu d'utiliser action, je vais utiliser th de point action. C'est toujours TeamLeaf. Et quand je valide le formulaire, j'appelle toujours c'est index. Si vous voulez, c'est toujours /index. Quelle est la méthode que je vais utiliser? Je vais utiliser get par défaut parce que c'est une recherche. Alors, je vais créer un label que je vais appeler mot-clé. J'ai besoin d'un champ de texte, input type égale à texte, name égale mot-clé. J'ai besoin d'un bouton de type submit. Chercher. Alors je vais choisir la classe du bouton CSS, btn. btn toujours primary ici. btn. Actualiser. Alors, qu'est-ce que je viens de faire? Donc, je viens juste d'ajouter un formulaire. Alors, ici, donc, en principe, quand je vais chercher, qu'est-ce qui se passe? J'appelle toujours index, mais qu'est-ce que j'envoie comme paramètre? Le mot-clé. Alors, maintenant, pour que ça marche, il me faut récupérer ce mot-clé et de faire une recherche au niveau du contrôleur. Alors, comment on va le faire? Comme on a récupéré la page que vous voyez là, on va faire la même chose. Je vais ajouter un autre paramètre dans la méthode qui s'appelle cette fois-ci. Comment il s'appelle le paramètre? C'est mot. La page, ici donc je l'appelle MC. Il n'est pas de type int, c'est un string. La valeur par défaut, c'est une chaîne vide. J'ai récupéré le mot-clé. Maintenant, la méthode findAll ne marche plus. Parce que findAll, il vous retourne tous les produits. Donc, j'ai besoin d'une méthode de chercher. Alors,
Je vous ai déjà expliqué avec Spring Data que ajouter une méthode de recherche, ce n'est pas quelque chose d'assez compliqué. Il suffit d'aller vers l'interface produit repository et on va ajouter une méthode ici. Cette méthode, il va me retourner une page. Il ne va pas retourner des listes parce qu'il y a une pagination, page de produit. Mais la méthode, je vais l'appeler comme ça, find. Je vous rappelle que find minuscule, ça veut dire select. By, ça veut dire where. Where quoi? Désignation. Alors, au lieu d'utiliser égal, je vais utiliser contents. Et vous mettez directement ici string MC. Donc, ça, c'est la méthode qui permet de rechercher les produits dont la désignation contient le mot clé. Alors, ici, qu'est-ce que je vais faire? Ici, sauf que du moment que la méthode retourne une page, il me faut ajouter un deuxième paramètre. Je vois le deuxième paramètre. Le numéro de la page et la taille de la page. Dans ce cas-là, quand il y a une pagination, le deuxième paramètre devrait être de type pageable. Alors, pageable de Spring Data. Alors, donc, je répète. Quand vous avez une méthode qui retourne une page au lieu d'une liste, il faut absolument avoir dans votre méthode un objet de type pageable. Sinon, si vous voyez que vous ne voulez pas utiliser find by désignation comme ça, je vous ai déjà expliqué la deuxième solution, c'est d'utiliser une annotation query. L'annotation query dans laquelle vous pouvez écrire la requête. Alors tout à l'heure, je vais vous le rappeler. Alors je reviens à mon contrôleur, ici. Et au lieu maintenant de find all, qu'est-ce que je vais appeler? Find by désignation contents. Alors qu'est-ce que je vais donner comme paramètre? Il y a le mot-clé MC. Et la même chose. Find by, voilà. Donc c'est find by désignation contents, le mot-clé. Et je spécifie page request. La page, toujours c'est la page. Et size. Et je reste toujours dans mon application ici. Et on va vérifier. Alors ça, c'est quoi ça? C'est de faire de la recherche au niveau du contenu. Donc ici, index. Alors si je cherche PC, vous voyez ici, donc j'ai que des données dont la désignation contient PC. HP. Alors, je vois qu'il n'y a que 3 pages qui contiennent le mot-clé HP, donc c'est une recherche content, c'est-à-dire like, si vous voulez. Alors, pour que ça soit assez correct, il faut garder toujours le mot-clé dans la zone de texte, c'est-à-dire le mot-clé, il faut qu'il soit toujours affiché. Pour qu'il soit toujours affiché, la même chose, le mot-clé, il faut le garder dans le modèle. Modèle.add attribute, je vais l'appeler mot-clé. C'est quoi la valeur? C'est MC. Alors, si vous le mettez dans le modèle, ça veut dire que ici vous pouvez l'afficher dans la zone de texte en utilisant th.value. Alors, c'est quoi la valeur qui s'affiche dans la zone de texte? C'est tout simplement, c'est $. Je vais accéder au modèle et je vais chercher une variable qui s'appelle mot-clé. Donc, c'est plus simple. Tout ce que j'affiche dans la vue, il doit être stocké dans le modèle. C'est bien ça, MVC. Voilà, donc ici, donc, je vais mettre par exemple le mot-clé HP. Bon, là, il n'y a pas de souci, mais il y a un problème. Regardez. Normalement, il y a combien de pages pour HP? Il y en a 3. Je vais aller vers la page 1. Quand vous cliquez, qu'est-ce qui se passe? Hop. Il y a un problème. J'ai encore... Pourquoi? Parce que quand vous cliquez sur une page, vous appelez index, vous ne voyez pas le mot-clé. Quand vous cliquez sur le lien, vous n'envoyez que le numéro de la page. Si vous ne voyez pas le mot-clé, c'est quoi sa valeur par défaut? C'est une chaîne vide. Et quand il fait une recherche avec une chaîne vide, il va retourner tous les produits. Ça veut dire pour avoir quelque chose de correct, il faut également revenir
au lien ici. J'ai envoyé donc la page, mais en même temps, je dois ajouter virgule, mot-clé égal à quoi? Égal le mot-clé courant. C'est-à-dire, je garde toujours la recherche actuelle. Actualiser. Avec ça, donc, ça devrait marcher. Vous voyez, c'est donc 2 pages. Quand je clique, vous voyez, donc, je reste toujours sur cette recherche. Alors, ça, c'est le principe. Je vais juste ajouter un lien pour supprimer un produit. Pour cela, ici, donc je vais ajouter un TD avec un lien hypertexte, delete. Alors je vais utiliser href. Alors, pour supprimer, donc je vais appeler une autre action différente. Je vais appeler /delete. Mais /delete, la même chose, je vais lui envoyer un paramètre. C'est quoi le paramètre? Il faut envoyer le ID du produit que vous voulez supprimer. Alors, donc, c'est ID égal à quoi? Égal, c'est la valeur de ID. Et c'est quoi la valeur de ID? C'est p.id. Alors, ça, c'est le lien. Actualiser. Vous voyez donc, quand vous cliquez sur Delete, qu'est-ce que vous voyez là? Je vois Delete, mais avec ID égale 46. Bien sûr, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que l'action delete n'est pas encore créée. C'est celle que je vais créer ici. Donc, je vais encore, si vous voulez, vous avez besoin de créer une méthode qui permet de retourner toujours un string delete. Alors, delete, qu'est-ce qu'elle reçoit? Elle reçoit le ID. Et pour accéder à cette méthode-là, on va utiliser toujours ces get mapping. C'est quoi l'URL? C'est /delete. Alors, du moment que j'ai ici un delete, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer le... Alors, en fait, ici, vous n'avez pas besoin d'ajouter ça, request param. Si vous ne mettez pas request param, ça veut dire que par défaut, il va chercher un paramètre qui s'appelle ID. Ça suppose que le paramètre porte le même nom que la variable. Ça marche également. Donc, produit repository.delete by ID. Donc j'ai le ID, je le supprime. Une fois que je le supprime, je vais faire une redirection vers index. Alors, c'est-à-dire réafficher. Alors pour cela, donc, je vais utiliser return. C'est redirect index. Donc avec Spring MVC, quand vous retournez une chaîne de caractères qui commence par redirect, il sait qu'il s'agit d'une redirection. Il va vers un nouveau index. Alors vous allez remarquer que cette partie-là de suppression devrait marcher normalement. Donc ça c'est index. Alors, mais vous allez quand même remarquer quelque chose. Donc je suis par exemple dans la page 3. Bon, si je suis dans la page 0, il n'y aura pas de problème. Vous allez voir que vous cliquez dessus. Bon, là, il est supprimé, donc sans alerte, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que je suis dans, par exemple, une page, je suis en train de chercher des produits. Je suis dans la page 1. Et quand vous cliquez sur Delete, vous supprimez. Mais le problème, c'est que /index, il va réafficher le tout. Donc, c'est difficile de voir dans quelle page il faut aller. Bon, il faut encore faire une recherche. Aller vers la page 2 pour voir est-ce qu'il a été vraiment supprimé. Donc, si vous voulez rester toujours dans la même recherche et la même page, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous voulez faire ça, il faudrait, au niveau du lien, ici, quand vous faites delete, il faut ajouter les paramètres. Vous lui dites, je supprime, mais avec la page. Quelle page que je vais garder toujours la page courante, c'est-à-dire c'est current page, également avec le mot-clé, c'est-à-dire
de recherche, c'est $, mot-clé. Alors ça veut dire qu'au niveau de delete, je vais recevoir 3 paramètres. La page, et je vais recevoir le mot-clé. Le fait que j'ai ces données-là, maintenant, quand je fais une redirection, je peux dire, je vais revenir vers index, mais je vais garder toujours quelle page? C'est la page courante, c'est cette page. Et quel mot-clé? Je vais garder toujours le même mot-clé de l'application. Alors ici, donc, page. Ça, c'est plus. Alors ça, c'est donc la dernière opération que je vais faire ici. Voilà, alors ici donc je fais par exemple HP, je suis dans la page 1, je supprime, ben, il supprime, mais je reste toujours dans la même position. Mais si vous voulez quand même supprimer, il faut un message d'alerte, de confirmation. Alors ça, si vous voulez le faire, le plus simple, c'est dans le lien ici. Vous allez juste ajouter ça en clic, ça c'est du JavaScript, et vous mettez return. La fonction confirme, directement le message c'est êtes-vous sûr, etc. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer. Alors, si vous faites ça, donc vous ajoutez une confirmation pour delete. Vous voyez donc, vous avez êtes-vous sûr de vouloir supprimer. Annuler, il ne le fait pas. Oui, mais il le fait. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment le minimum de code que vous pouvez écrire d'une manière un petit peu optimale. Mais tout cela, bien sûr, nécessite un petit peu de regarder et de pratiquer. Bon, ça, à un moment donné, ça deviendra, soi-disant, des choses automatiques. Alors, pour le lien, si vous voulez changer le style, ici, donc, vous pouvez utiliser la classe btn et btn danger. Et vous avez un bouton comme ça. Bon, c'est un lien, mais c'est sous forme d'un bouton Bootstrap. Bien. Alors, juste la dernière remarque. La dernière remarque, d'ailleurs, je vous ai dit tout à l'heure. Si vous voulez éviter à chaque fois de redémarrer, vous pouvez utiliser une dépendance qui s'appelle DevTools. Alors pour l'utiliser, il suffit d'aller vers le fichier pom.xml et d'ajouter une dépendance qui s'appelle DevTools. Alors pour l'ajouter, vous allez juste copier une dépendance quelconque, ici par exemple, CTRL-C, CTRL-V, et au lieu de Starter Web, vous mettez DevTools. Alors le fait d'ajouter cette dépendance DevTools, ça veut dire que vous demandez à Spring d'utiliser la configuration mode développement, mode dev. Et dans ce cas-là, il va désactiver les caches. Donc, vous n'aurez plus besoin carrément de faire ça parce qu'il le fait automatiquement. Même si vous le désactivez, après, ça va marcher. Mais ici donc, maintenant ce qui va changer maintenant, c'est qu'à chaque fois que vous faites une modification dans le code, automatiquement il va redémarrer. Donc vous n'aurez plus besoin de le faire, il le fait automatiquement. Mais parfois ça peut déranger. C'est-à-dire pourquoi? Parce que parfois à chaque fois que vous enregistrez, il va relancer. D'ailleurs vous allez le remarquer. Et je vais m'arrêter à ce niveau-là. Regardez. Je vais juste faire une modification CTRL-S. Donc vous voyez, voilà. Donc à chaque fois que j'enregistre, cette opération il va la faire automatiquement. Mais c'est quoi ça? C'est DevTools. C'est clair? Alors ça c'est c'est en fait le résumé